Bien. Merci d'être là. Donc, on va continuer notre promenade depuis les matériaux de rencontre jusqu'aux matériaux sur mesure. Et je vous ai expliqué dans le premier cours que les aspects modélisation devenaient de plus en plus importants, non pas découplés de l'expérimentation, mais couplés à l'expérimentation, pour essayer d'améliorer les matériaux et d'avoir des matériaux de plus en plus performants. Et pour l'instant, je ne vous ai parlé que de matériaux. Alors des matériaux assez variés, des multimatériaux, des matériaux architecturés. Maintenant, un matériau, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est une matière avec une fonction. Donc c'est une matière qu'il va falloir mettre en œuvre. Il va falloir lui donner une forme et il va falloir éventuellement assembler différentes formes pour pouvoir obtenir un composant. Puis on a vu dans le cours sur la durabilité qu'on pouvait aussi avoir à mettre en œuvre des systèmes de protection. Donc tout le problème des matériaux performants et de l'innovation technologique n'est pas simplement un problème de matériaux, c'est aussi un problème de mise en œuvre. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le titre du cours aujourd'hui, la modélisation intégrée. D'abord, qu'est-ce que c'est que la modélisation intégrée ? C'est une manière de dire que vous trouvez dans les livres des briques de modélisation, des cas simples, simplifiés, sur lesquels on sait à peu près ce qui se passe, c'est à peu près validé par des aspects expérimentaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des zones d'ombre, mais ça veut dire qu'essentiellement, on a à peu près les outils pour comprendre, quantifier, prédire ce qui se passe. Et puis quand vous rentrez dans le monde réel, vous sortez de votre laboratoire, vous allez dans une usine, eh bien, vous vous apercevez que ce qu'on va faire vivre à un matériau, c'est rarement un traitement isotherme, il va vivre une histoire thermique difficile, il va avoir des transformations de phase, il va avoir des déformations, les déformations peuvent être couplées avec les transformations de phase, enfin toutes ces choses-là vont joyeusement se coupler, ce qui fait qu'il va falloir arranger ces différentes briques élémentaires d'une manière cohérente, de façon à pouvoir utiliser ce que je vais appeler une modélisation intégrée, de façon à pouvoir concevoir au mieux le matériau. Et ça va devenir, ça c'est une approche qui va être particulièrement importante quand on arrive au procédé de mise en œuvre. Quand vous regardez un problème de soudage, avec le soudage classique, vous avez en 3 à 4 cm la totalité de la métallurgie physique. Vous avez fondu, vous avez resolidifié, vous avez fait un traitement thermique. Pour peu que votre matériau ait été déformé avant, vous l'avez recristallisé. Vous allez avoir de la croissance de grains, vous avez des transformations de phase. Pour peu que vous ayez le mauvais goût de faire un liseré martensitique, on va découper suivant le pointillé. Donc vous voyez que la totalité de la métallurgie physique va se retrouver dans 3 cm. Et comme ce que vous allez utiliser à la fin, ce n'est pas le matériau, c'est la pièce, eh bien, il va falloir être capable de comprendre comment la mise en œuvre du matériau a pu modifier ses propriétés. Donc c'est un peu l'esprit de ce cours sur la modélisation intégrée. Et ce que je vais faire, c'est essentiellement préparer le terrain pour les 2 séminaires. Alors, 2 séminaires, vous en aurez 2 pour le prix d'un aujourd'hui. Il y en a un le matin qui va être sur une technique de soudage dont j'ai parlé dans la leçon inaugurale. On est dans une chaire d'innovation technologique. C'est une technique de soudage particulièrement innovante. Et c'est Aude Simard qui donnera le séminaire. Et en début d'après-midi, dans la salle 4, toujours dans le petit workshop qui a lieu l'après-midi, il y aura un deuxième séminaire qui sera donné par Alexis Deschamps sur différents aspects de mise en œuvre des matériaux et des alliages d'aluminium. Bien, ce que je vais faire ce matin, c'est essentiellement leur préparer le terrain en vous montrant sur quelques cas des configurations où les briques élémentaires de modélisation existent et comment est-ce qu'on recolle les morceaux ensemble. Comment est-ce qu'on commence à construire le puzzle. Donc si je remets ça dans nos tiens, les couleurs varient d'une fois sur l'autre. Bon, c'est pas grave. On est ici. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la mise en œuvre, et qui va être, où on va s'aider de la modélisation intégrée, c'est un des aspects d'optimisation des matériaux. Alors, juste pour voir la suite du cours aussi, ce qu'on aura la semaine prochaine, ça va être un cours un peu particulier, puis ça sera un cours sur l'éco-conception. Et on va se centrer sur un problème, qui est le problème du management thermique des bâtiments. Donc ça sera le cours de la semaine prochaine. Celui de la semaine d'après sera sur les conditions extrêmes. Alors là, ça sera encore plus exotique, puisque ce qu'on fera dans l'après-midi dans le workshop, c'est de prendre 2 cas qui sont particulièrement extrêmes, à savoir le réacteur à fusion ITER et les réacteurs à sel fondu de la 4e génération, et de se dire, ce qu'on demande au matériau est tellement extrême qu'en fait, on n'a pas de matériau pour le faire. Et donc, le séminaire de l'après-midi, ça sera sur des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, on essaiera de réfléchir sur
comment on fait ce qu'on ne sait pas faire. Le résultat, ça sera qu'on ne saura toujours pas le faire, mais il pourrait y avoir des idées qui vont sortir de cette discussion. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'en principe on sait faire. L'idée, c'est quand même essayer de les faire mieux. Alors, la modélisation intégrée, c'est essentiellement ça. On a une description convenable, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais une description convenable d'un certain nombre de mécanismes élémentaires, comme la solidification, la déformation, la restauration, la recristallisation, la précipitation. Et on se trouve dans un certain nombre de situations avec des phénomènes qui sont soit concomitants, soit carrément en compétition. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples en allant dans un degré de complexité croissante. Je vais commencer par vous parler des propriétés des alliages moulés. Ensuite, je vais essayer de vous parler de la recristallisation statique et dynamique. Et on terminera en vous parlant de la recristallisation des alliages microalliés. Puis je vous donnerai un dernier exemple où là, vous aurez la totale. Et là, pour l'instant, je ne vais pas vous parler beaucoup de procédés. Mais d'une certaine manière, c'est des briques que vous allez retrouver dans les 2 séminaires sur les procédés. Alors, on va commencer par un cas relativement simple de modélisation intégrée. Alors, il est simple parce que j'ai choisi la partie simple du problème. Je veux dire, la compréhension des propriétés mécaniques des alliages moulés, ce n'est pas un problème simple. Parce que si vous prenez une pièce moulée, eh bien, suivant l'endroit où vous êtes dans la pièce, vous allez avoir des épaisseurs différentes. Ces épaisseurs différentes vont vous donner des vitesses de solidification différentes. Ces vitesses de solidification différentes vont vous donner des microstructures différentes, des états de technique différents, des profils de concentration différents. Et si vous faites un traitement thermique sur ces trucs-là, ben vous avez un matériau qui est intrinsèquement hétérogène. Ce que je vais simplement vous montrer, c'est comment, pour ce problème qui est compliqué, comment est-ce qu'on peut essayer de faire un premier couplage entre les modèles de solidification et les modèles classiques de métallurgie physique et de métallurgie mécanique. Alors, sachant que là, je vais me focaliser sur le cas le plus simple de tout ça, c'est la limite d'élasticité. Évidemment, dès l'instant où on va se poser les vraies questions pratiques, c'est-à-dire par exemple quelle est la tenue en fatigue de ces matériaux-là, là ça va être toute une autre histoire. Et ça, on ne sait pas encore bien faire. Alors, juste l'état d'esprit est le suivant. Si vous prenez un alliage, on va le faire simplement, on va prendre un alliage binaire, aluminium-cuivre, pour voir, on ne va pas rajouter tout de suite la complexité de la chimie. Et puis vous avez donc à gauche le diagramme classique, c'est ce que j'appelle un diagramme en bonnet d'âne. Le diagramme classique d'aluminium-cuivre, quand vous êtes à haute température, le cuivre est bien mélangé avec l'aluminium. Vous passez à plus basse température, idémique, si on a envie de faire une précipitation de petits paquets de cuivre dans de l'aluminium. Et puis il y a toute une zoologie des différentes phases qui apparaissent dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Alors ce que vous avez à droite, c'est un diagramme, température en fonction du temps, qui vous dit l'histoire que va vivre votre matériau. Donc vous êtes à haute température, vous êtes en train de le solidifier, puis après l'avoir solidifié, vous allez l'homogénéiser, et puis après l'avoir homogénéisé, alors l'homogénéiser c'est pour ça, s'arranger pour que la distribution de matière des éléments d'alliage soit à peu près homogène, et puis après vous allez faire un traitement thermique pour conduire à la précipitation. Alors je vais juste vous dire, là on est dans un cas de figure qui finalement n'est pas trop difficile en ce sens que c'est séquentiel. C'est-à-dire on va se poser la question de savoir, compte tenu de l'histoire de solidification du matériau, quelle est la manière dont sont distribués les éléments de soluté. Lesquels éléments de soluté vont être ceux qui vont conduire à la précipitation, laquelle précipitation est celle qui conduit au durcissement de l'alliage. Donc vous voyez, là, les briques élémentaires, elles sont clairement identifiées. Il faut que je comprenne la solidification, il faut que je comprenne l'homogénéisation, il faut que je comprenne la précipitation, et il faut que je comprenne le durcissement qu'il y ait une précipitation donnée. Donc quand je vous ai dit comme ça, je vous ai donné un certain nombre de chapitres d'un livre standard de métallurgie physique un peu avancé. Donc les modèles de solidification vont vous donner, en fonction du taux de la vitesse de solidification, la distribution en soluté, depuis le cœur de la dendrite jusqu'au bord de la dendrite. Vous allez avoir ensuite un modèle de précipitation. Alors le modèle d'homogénéisation, ça va être simplement des équations de diffusion qui vont vous dire comment, en partant d'une distribution hétérogène de soluté, je peux arriver à une distribution plus ou moins homogène de soluté. Si je suis vraiment patient, je peux arriver à une distribution complètement homogène de soluté. Ensuite, quand je n'ai pas une distribution complètement homogène de soluté, eh bien je vais avoir, quand je fais un traitement thermique, l'aluminium étant un matériau qui conduit bien la chaleur, si je n'ai pas des pièces trop épaisses, je peux imaginer que la température est homogène, et en toute façon, elle est homogène à l'échelle de la dendrite. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je chauffe une dendrite dont le profil en concentration n'est pas forcément complètement homogénéisé. Ça veut dire qu'à chaque point de la dendrite, je vais avoir une précipitation. Alors, cette précipitation, si elle se passe suffisamment rapidement,
ça veut dire que chaque petite zone qui est en train de se transformer est d'une certaine manière assez indépendante de la zone d'à côté. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous êtes dans un cas de figure où la précipitation prend du temps, ça veut dire que vous allez commencer à avoir des échanges entre les différentes zones. Là, on va se mettre dans une situation où on a envie d'avoir une précipitation fine, donc qui se produit rapidement, donc où essentiellement ce qu'on va voir, c'est une série de coquilles. Alors, vous voyez, je vous ai fait le coup de la vache parfaitement sphérique, là, donc une dendrite, c'est compliqué, mais j'imagine que c'est une sphère, et puis le centre de la sphère a une concentration en cuivre donné, et puis au fur et à mesure que je solidifie, eh bien, le liquide s'enrichit en cuivre, et puis à la fin, je termine avec la phase eutectique. Donc, je vais avoir un gradient de composition entre le cœur et le bord de la dendrite. Et puis maintenant, une fois que j'ai tout ça, eh bien, je fais mon traitement thermique, je peux savoir à quel endroit, à un endroit donné, à une température donnée, quelle va être la fraction volumique de précipité et la taille des précipités. Une fois que j'ai ça, ce que je fais, c'est en utilisant des modèles de métallurgie mécanique classique, je peux en déduire quelle est la limite d'élasticité à cet endroit-là. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une série de coquilles qui ont des limites d'élasticité différentes. Alors là, je peux faire des choses plus ou moins raffinées. Je peux me dire, elles ont toutes le même taux d'écrouissage, ou je peux essayer d'avoir un taux d'écrouissage qui varie en fonction de la microstructure, comme vous montrera Aude-Simard pour un autre cas de figure. Mais ce que je peux avoir, c'est grosso modo une série de coquilles qui ont des propriétés mécaniques différentes, et je fais vivre tout ça ensemble en faisant un modèle de micromécanique qui me permet de comprendre quel est le comportement global de mon empilement de coquilles. Alors, juste une manière simple de voir les résultats de ces calculs, c'est de faire des coefficients d'abattement. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, le maximum, c'est ce que je vais avoir si j'ai parfaitement homogénéisé mon soluté. C'est-à-dire, je l'ai complètement réparti, j'ai une quantité de soluté donnée, j'ai complètement réparti dans toutes les coquilles, ce qui fait que là, j'ai une seule coquille qui a des propriétés homogènes. Alors, ce que vous avez ici, c'est des calculs de limite d'élasticité en fonction donc, des limites d'élasticité de l'empilement des coquilles, normalisé par rapport au cas de figure où vous n'avez plus du tout de tectique, c'est-à-dire vous avez homogénéisé toute la composition, tout le cuivre que vous avez mis dedans se trouve en solution, puis conduit à une précipitation. Et là, vous l'avez sur deux alliages différents, à 3% de cuivre et à 5% de cuivre, vous avez la limite d'élasticité normalisée en fonction de la fraction volumique de tectique restante. Et puis ce que vous avez ici, c'est tout un tas de courbes diverses et variées, avec des vitesses de refroidissement différentes, avec des traitements thermiques différents, avec des histoires plus ou moins compliquées. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, la variation, le paramètre qui est vraiment dominant dans cette histoire-là, c'est essentiellement ce qui vous reste comme eutectique. Donc ça veut dire que la solidification va être fortement couplée aux propriétés de limite d'élasticité ultérieure, mais essentiellement parce qu'elle vous contrôle la quantité de soluté qui reste à l'intérieur des dendrites. Donc vous voyez un cas de figure où vous aviez des tas de bonnes raisons de penser qu'on aurait un couplage, mais en fait, le couplage est assez simple. Vous dites, quand j'ai solidifié, qu'est-ce qui me reste à l'intérieur du grain? Et en fonction de ce qui me reste à l'intérieur du grain, eh bien voilà quelle est la limite d'élasticité globale que je peux avoir. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la variation, le fait que ça soit plus ou moins homogénéisé à l'intérieur du grain est beaucoup moins important que de savoir quelle est la quantité d'eutectique que je garde à la fin de mon homogénéisation. Alors ça, c'était un cas où fondamentalement, on a une solidification qui donne une structure qu'on précipite et on voit le résultat. Là, on va regarder un cas de figure qui est un peu plus compliqué, où on a un couplage, c'est le cas de la recristallisation. Alors la recristallisation peut être statique, donc là c'est encore une fois où les choses sont séquentielles, je déforme puis je recuis, ou la recristallisation peut être dynamique, c'est-à-dire que je déforme en même temps que je recuis. Et là, pour chacun de ces problèmes-là, déformer ou recuire, on a essentiellement des modèles qui sont relativement fiables. Et après, la question, c'est de savoir comment je les marie entre eux, ces modèles-là, de façon à pouvoir avoir quelque chose que je puisse utiliser comme un modèle intégré. Alors, revenons un peu sur ce que c'est que la recristallisation. Vous avez déformé un matériau, vous l'avez déformé suffisamment pour avoir stocké à l'intérieur de ce matériau des défauts linéaires hors équilibre, les dislocations, qui ont augmenté l'énergie libre de votre matériau. L'excès d'énergie libre que vous avez créé, c'est essentiellement la densité de lignes de dislocation multipliée par l'énergie de ligne de dislocation, donc c'est 1,5 fois la densité de dislocation fois le module de cisaillement fois le vecteur de Burgers au carré. Donc tout ça, c'est joyeusement hors équilibre. Le matériau, il n'a qu'une envie, quand on lui en donne la possibilité. Pour un métallurgiste, donner la possibilité à un matériau de faire quelque chose, ça veut dire je le chauffe.
ça veut dire j'autorise les atomes à bouger, mais quand je lui en donne la possibilité, il va essayer de se débarrasser de ses défauts. Alors il a essentiellement deux manières de s'en débarrasser, il a une manière douce et une manière dure. La manière douce, c'est ce qu'on appelle la restauration, c'est-à-dire que les défauts qui sont présents, ils vont tant bien que mal se réorganiser, s'annihiler, mais je ne vais pas vraiment changer la structure cristalline du matériau, je vais avoir à peu près toujours les mêmes orientations, et puis ça va se passer de manière grosso modo homogène. Si vous faites de la recristallisation, ça c'est complètement différent, c'est-à-dire que vous allez avoir des grains propres, c'est-à-dire propres, ça veut dire qu'ils ne contiennent plus de dislocation, qui vont croître aux dépens de grains qui sont bourrés de dislocation. Donc on va avoir une étape de germination, faire apparaître un nouveau grain, suivi d'une étape de croissance, le grain propre est en train de manger les grains qui sont fortement déformés. Alors, ces deux mécanismes ont des distributions spatiales très différentes. Ils ont aussi des distributions temporelles très différentes. Le mécanisme de restauration est un mécanisme lent qui a une cinétique qui est essentiellement une cinétique logarithmique. Le phénomène de recristallisation est un mécanisme rapide, c'est-à-dire vous avez un temps d'incubation, puis vous allez avoir une germination-croissance, puis à la fin, vous avez tellement mangé toutes les dislocations, vous n'avez plus de force motrice, et donc l'ensemble sature. Les deux ont le même effet, qui est d'adoucir le matériau. Alors pour chacun de ces problèmes-là, il y a des tas de subtilités, de savoir quelles sont les désorientations des grains, des sous-grains, etc. Ce que je vais juste vous donner, c'est les grandes lignes de ce qu'on est en train de regarder. Donc on est en train d'adoucir le matériau. Alors, maintenant, toujours en faisant le parallèle, vous savez depuis le début que je suis comparatiste dans l'âme, on peut se dire la restauration comme la recristallisation peuvent être statiques ou dynamiques. Statique, ça veut dire que je n'impose pas de contraintes par-dessus, et donc je laisse les choses se faire avec les forces motrices qui sont internes au matériau que j'ai fabriqué. Dynamique, ça veut dire que j'impose une contrainte dessus, et je regarde comment l'évolution se produit sous contrainte. Donc la restauration statique, c'est j'ai déformé, je le mets dans le four et j'attends que ça se passe à suffisamment basse température pour que ça se passe doucement. Dynamique, ça veut dire je regarde comment les défauts que je suis en train d'accumuler en même temps que je déforme sont capables de s'annihiler entre eux. Donc ça, c'est ce qui va faire, par exemple, que votre matériau ne va pas se durcir indéfiniment au fur et à mesure que vous le déformez. La recristallisation, on a la même distinction. La recristallisation statique, eh bien, vous avez votre matériau déformé dans un four à une température plus élevée, ça fait apparaître des nouveaux grains, le matériau devient mou. Mais vous pouvez aussi le mettre dans un four à une température plus élevée en même temps que vous le déformez. Et là, vous allez avoir à la fois des nouveaux grains qui vont apparaître, qui sont mous, dans une matrice qui est dure, et vous êtes en train de déformer le total. Donc là, vous sentez qu'il y a une difficulté complémentaire qui est de dire comment je vais redéformer un truc que j'ai déjà commencé à recristalliser. Alors, on va regarder la restauration statique, enfin les recuits statiques, en commençant par la restauration. Alors, la restauration, encore une fois, à grande ligne, on peut se dire que c'est essentiellement un test de relaxation des contraintes internes. C'est-à-dire, vous avez un matériau qui a été déformé, qui est bourré de défauts de dislocation. Ces dislocations créent un champ de contraintes internes, et sous l'effet de ce champ de contraintes internes, on va avoir une déformation très petite du matériau, très lente, mais en gros, je vais avoir un trade-off entre la déformation plastique avec contraintes internes, entre l'état de déformation initiale avec contraintes internes, qui va conduire à une déformation plastique très localisée, laquelle déformation plastique conduit à une relaxation de ces contraintes internes. Ça, c'est essentiellement le mécanisme de la restauration. Alors, le mécanisme de la restauration, cette idée-là, très simple, a été mise en équation il y a un bon moment par Friedel et Kuhlmann-Wilsdorf et vous décrit très naturellement une cinétique logarithmique de relaxation. Alors, ce qu'il faut avoir dans ces cas-là, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'avoir une description qui est un peu plus que phénoménologique, eh bien, il va falloir pouvoir aller dans le détail de savoir comment la densité de dislocation évolue, sachant que si vous avez la densité de dislocation, vous avez grosso modo les contraintes internes qui en résultent, donc la force motrice de déformation plastique, donc la relaxation de ces contraintes internes, qui est donc associée à une évolution de la densité de dislocation. Vous mettez tout ça avec une équation d'évolution de cette densité de dislocation, et ça veut dire qu'on est en train de faire pour la restauration statique, ce que je vous ai montré le cours précédent où il y a deux cours, pour comprendre la plasticité avec un modèle à une seule variable interne, c'est-à-dire on prend le plus simple possible. Bien, alors, comment ça se met en équation, ce truc-là? Bien, vous dites que la densité de dislocation ρ est liée à la contrainte interne, et là, la physique est très simple, c'est que toutes les contraintes autour d'une dislocation varient comme l'inverse de la distance.
Si vous avez une densité ρ de dislocation, la distance entre deux dislocations, c'est 1 sur racine de ρ. Les contraintes sont inverses à la distance, donc sont en racine de ρ, donc les contraintes internes vont être comme la racine carrée de la distance de comme la racine carrée de la densité de dislocation. La deuxième équation que vous avez ici, c'est un test de relaxation plastique. Vous avez l'évolution de la contrainte interne qui vaut moins la vitesse de déformation plastique fois le module. Et puis maintenant, quand vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez à une équation d'évolution de la densité de dislocation en fonction de la densité de dislocation et puis d'un machin ici qui est essentiellement quelque chose qui relie la contrainte à la vitesse de migration des dislocations. Donc, ce qui importe ici, ce n'est pas l'algèbre, c'est un peu l'esprit qui est derrière toutes ces choses-là. Alors bon, évidemment, ça marche pas mal. Donc vous avez ici, non, je ne vous le raconterai pas, du moins pas comme ça. Donc vous avez ici une limite d'élasticité en fonction de différents temps de recuit pour différents alliages de magnésium. Alors ça, je vous ai parlé, le cours porte sur de la technologie. Il y a une pièce de très haute technologie, c'est la boîte de Coca-Cola. Et c'est précisément pour comprendre comment tiennent mécaniquement les boîtes de Coca-Cola quand on fait un recuit du vernis qu'on a sur la boîte de Coca-Cola qu'on se pose ces questions-là. Donc c'est pour éviter que les boîtes, alors on peut dire boîte de bière, pour fâcher personne. Bien, alors maintenant, une fois que j'ai regardé la restauration, c'est-à-dire la partie lente, maintenant si j'augmente la température, je vais avoir un mécanisme de recristallisation, c'est-à-dire une partie rapide, et là, très rapidement, si j'ose dire, on va se heurter aux problèmes récurrents qu'on a en métallurgie. Les choses qu'on ne comprend pas en métallurgie sont pratiquement toujours des choses qui sont liées aux germinations. C'est le début des choses qui pose problème. C'est le Big Bang des ennuis qui embête le métallurgiste. Alors là, on va regarder la recristallisation et le problème de la recristallisation. Le problème essentiel, c'est de savoir quelle est la germination de la recristallisation. Alors, donc là, je suis en train de vous montrer les briques élémentaires qu'on va assembler ensemble. Alors, si on veut avoir une recristallisation, c'est-à-dire faire apparaître un nouveau germe vierge de dislocation qui est en train de croître aux dépens d'une matrice qui est bourrée de dislocation. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une force motrice suffisante pour pouvoir surpasser les forces capillaires. Quand vous créez une surface, plus le germe est petit, plus les forces capillaires sont grandes, donc plus vous avez envie d'écrabouiller le petit grain que vous avez créé. Donc il faut qu'il y ait une force motrice suffisante pour surpasser ces forces capillaires. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, qui est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à prendre en compte, c'est qu'il faut avoir une interface qui, elle, a envie de bouger. Donc d'avoir une interface suffisamment mobile. Alors ça peut se traduire soit par une désorientation de l'interface qui est suffisante, soit par un gradient de désorientation qui est suffisant. Alors, il y a des très belles études expérimentales qui permettent de regarder, en faisant de l'EBSD très local, de regarder à partir de quelle désorientation on est capable de faire apparaître un nouveau germe dans un matériau fortement déformé qu'on est en train de recueillir. Alors, je vous ai dit que la simulation numérique pouvait être utile dans le domaine de l'innovation technologique dans les matériaux. Bon, là, c'est un cas de figure. Je ne pense pas qu'elle soit utile. Je pense qu'elle vous permet de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, elle vous fait un joli dessin de ce qui a l'air de se passer dans certains modes de recristallisation. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une simulation numérique d'une structure granulaire. Là, vous décrivez une structure granulaire par les sommets des grains, et puis quelques points entre chaque sommet des grains. Ça, c'est ce qu'on appelle une simulation de type vertex. Et ce que vous allez écrire, c'est une équation dynamique d'évolution de chacun de ces points. Des points triples et des points entre deux sommets de grains. Alors, ce que vous avez ici, c'est un dessin à 2 dimensions. À 3 dimensions, le principe est le même, mais le problème, c'est que les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour qu'on puisse le faire sur suffisamment de grains pour qu'on y voit quelque chose. Donc, à 2 dimensions, vous voyez un peu l'image. Vous avez le premier grain, vous avez deux lignes qui sont un peu plus sombres, et ça, c'est des grains de forte désorientation, c'est-à-dire forte énergie, forte mobilité. Et puis, entre les grains, vous avez entre les 2 lignes horizontales, donc qui sont les 2 gros grains, si vous voulez, 2 lignes de grains, eh bien, vous avez toute une structure de petits sous-grains, qui, eux, sont des choses peu mobiles et avec peu de désorientation. Puis, vous faites un recuit de ce truc-là, le système évolue de manière déterministe dans cette histoire-là. Les conditions initiales ne sont pas déterministes, mais l'évolution est déterministe. Et cette évolution déterministe conduit bien évidemment à diminuer l'énergie totale stockée. Et comme là, tout ce que vous avez dans cette histoire-là, c'est des énergies capillaires, eh bien, ce que vous avez tendance à faire, c'est faire croître les grains. Et ce qui se passe, ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, vous avez une croissance des sous-grains, ça c'est bon,
Les grains plats, au début, on ne voit pas bien pourquoi ils auraient envie de bouger. Je veux dire, ce qui fait bouger une interface quand il n'y a pas d'autre force motrice, ben, c'est essentiellement la courbure. Et les trucs que j'avais mis au début, ils n'avaient pas de courbure, ils étaient plats. Donc ils devraient rester immobiles. Et en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Si vous avez des fluctuations statistiques, c'est-à-dire si vous avez un endroit, un sous-grain qui a plus grossi qu'à un autre endroit, eh bien vous commencez à avoir ces mécanismes-là, c'est-à-dire le grand grain est en train de faire un bulge, de faire une espèce d'excroissance dans le grain d'à côté. Et là, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, c'est naturellement dans cette simulation numérique faire apparaître des grains qui sont essentiellement vierges de défauts, qui sont en train de croître aux dépens de zones qui étaient pleines de défauts, pleines de sous-grains. Alors, là, vous allez me dire, bon, ben, c'est joli, ok. En fait, pour être tout à fait franc, ce mécanisme-là a été inventé, imaginé par Bailey et Hirsch dans les années 50, bien avant qu'on ait le moindre moyen de simulation. Donc je suis simplement en train de vous dire qu'un ordinateur est capable de retrouver une idée toute simple qu'on avait vue expérimentalement. Mais c'est pour vous expliquer un peu ce qui est en train de se passer, et c'est important, parce que vous voyez que ce problème de germination, tel qu'il apparaît ici, n'est pas un problème de fluctuation au sens thermodynamique du terme. Vous n'êtes pas en train de faire un petit agglomérat qui devient thermodynamiquement favorisé. Ce que vous avez, c'est que vous êtes en train de créer, vous avez une fluctuation de configuration, vous avez une instabilité et pas une germination au sens thermodynamique du terme. Ça aussi, d'ailleurs, ça avait été assez rapidement identifié, c'est-à-dire si vous faites un calcul de thermodynamique en termes de force motrice et en termes de taille des germes, ben vous tombez sur une taille des germes qui doit être entre 5 et 10 microns, et c'est juste impossible d'imaginer qu'il y a 5 à 10 microns cubes, enfin 5 à 10 microns, tout ça au cube, d'atomes qui d'un seul coup décident, paf, je vais me débarrasser de mes dislocations et puis je vais pouvoir croître tranquillement. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas de nature germination-croissance en thermodynamique. Alors, maintenant, l'argument classique de germination qui est de dire j'ai une taille critique au-delà de laquelle je favorise les effets de volume et en deçà de laquelle les effets de surface dominent, ça reste vrai parce que c'est purement dimensionnel, ça ne vous dit rien sur les mécanismes. Vous êtes juste en train de dire j'ai une énergie de volume stocké, donc ça c'est des joules par mètre cube, et j'ai une énergie de surface qui va être un coût, et le rapport des deux va vous donner évidemment une longueur. Et ce rapport des deux va vous dire la longueur en dessous de laquelle la capillarité domine et la longueur au-dessus de laquelle la capillarité est dominée. Alors, maintenant, le mécanisme, pour décrire maintenant de manière un peu plus quantitative ce mécanisme de germination, eh bien vous allez écrire quelques équations simples. Vous allez écrire que la vitesse de migration eh bien, va être proportionnelle à la force motrice. Donc ça vous donne une équation d'évolution de la taille des sous-grains. Et vous allez écrire une mobilité qui peut éventuellement dépendre de la désorientation. Puis vous êtes en train de faire croître vos sous-grains, et quand le sous-grain a atteint une taille critique, eh bien cette taille critique va conduire au fait que la capillarité est d'une certaine manière gommée, enfin elle n'est pas gommée mais elle est réduite, et ça va être le gradient de force motrice qui va importer. Donc quand la force motrice est supérieure à cette taille critique, et cette taille critique, quand vous avez 2 gamma sur R, ça c'est ce qui vient de la capillarité, ça c'est ce qui vient du volume. Quand G est supérieur à 2 gamma sur R, eh bien, je vais pouvoir avoir une croissance du sous-grain. Donc ça veut dire que pour chaque sous-grain, vous avez une taille critique qui est 2 gamma sur G. Quand le sous-grain est plus grand de cette taille-là, eh bien, vous pouvez avoir votre bulging. Alors une chose qui est intéressante, j'ai mis ici un G de T, c'est-à-dire une énergie stochastique fonction du temps. Pourquoi? C'est là que commencent à rentrer nos histoires de couplage. On n'a quand même pas besoin d'être schizophrène quand on fait de la science des matériaux. Quand je vous ai dit tout à l'heure, à basse température, j'ai de la restauration. Ça veut dire que je suis en train de diminuer les défauts stockés. Je suis donc en train de diminuer l'énergie stockée. Maintenant, je passe à plus haute température. Je suis en train de vous dire que c'est complètement différent. J'ai de la recristallisation. Vous n'êtes pas obligé d'oublier ce que je vous ai dit juste avant. Il n'y a aucune raison de penser que la recristallisation gomme la restauration. La restauration va se passer quand même quand vous avez de la cristallisation. Donc ça veut dire que le premier terme de couplage qu'on va avoir à utiliser, c'est sachant la manière dont se restaure l'énergie, et là je vous ai montré comment on pouvait le décrire par un modèle de restauration, calibré sur des situations de restauration, comment en sachant la manière dont se restaure l'énergie, le rayon critique à partir duquel je vais avoir recristallisation va lui-même évoluer en fonction du temps. Alors, un petit schéma très simple, si vous maintenant vous dites, pour l'instant j'ai parlé que d'un rayon critique, en fait j'ai une distribution de rayons critiques, et la nature est assez bien faite. C'est-à-dire, si vous prenez des matériaux différents, déformés à différents taux, qui ont des tailles de sous-grains qui sont différentes,
si vous normalisez la taille des sous-grains par la taille moyenne, vous tombez toujours invariablement sur la même distribution en taille. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où la seule chose qui importe, c'est la taille normalisée des sous-grains par rapport à la taille moyenne. Maintenant, on va faire une chose qui est très simple. On va se dire, en gros, qu'est-ce qui est en train de se passer? Au fur et à mesure que je restaure, j'ai de la croissance de sous-grains. C'est ce qui me permet de diminuer l'énergie stockée. Donc là, ma distribution en taille de sous-grains, elle est en train de se décaler vers la droite. Puis vous avez ici le rayon critique. Le rayon critique, c'est quand les sous-grains sont au-dessus de ce rayon critique, ils sont capables de donner naissance à un grain. Donc quand vous êtes en train de décaler ça vers la droite, eh bien vous allez avoir des sous-grains qui de plus en plus deviennent critiques. Donc vous allez naturellement faire apparaître des germes de recristallisation. Maintenant, il faut qu'on soit cohérent dans notre histoire. Je suis en train de faire évoluer la taille des sous-grains, donc je suis en train de faire évoluer l'énergie stockée. Donc je suis en train de faire évoluer le rayon critique. Donc ce truc-là qui me dit à partir de quand je suis capable de germer, eh bien ce truc-là, il va lui-même se décaler sur la droite. Parce que je suis en train de diminuer l'énergie disponible, donc d'augmenter la taille critique à partir duquel la force capillaire sera surpassée. Donc là maintenant vous avez une idée qui est très simple, vous avez une taille distribution qui est en train de se décaler vers la droite, vers ma droite, donc vers votre... Enfin bref, celle-là. Et puis vous avez une taille critique qui est en train de se décaler pareil. Donc après, c'est de savoir qui est-ce qui va le plus vite. Si celui-là se décale plus vite par là que celui-là se décale par là, eh bien je vais me retrouver dans une situation où je n'aurai jamais de recristallisation, parce que je suis toujours dans un cas de figure où la seule chose que je puisse faire, c'est de diminuer mon énergie de manière homogène. Par contre, si je suis dans ce cas de figure, c'est-à-dire où celui-là est un peu sluggish, un peu lent, eh bien là, je vais avoir tous ces sous-grains qui sont susceptibles d'être des sites de germination. Donc vous voyez que ce que vous sortez directement de ça, c'est d'une part le fait que vous pouvez avoir des situations où vous n'avez pas de recristallisation, des situations où vous en avez, mais vous sortez aussi la probabilité pour un sous-grain d'être un site de germination. Maintenant, si vous regardez la germination qui se passe sur les grains, le nombre de sites potentiels, ça va être la taille des grains au carré divisé par la taille des sous-grains au carré. Et il y a simplement une proportion de ces grains qui vont pouvoir être des sites de germination. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, calculer le taux de germination en fonction du temps. Alors, donc là, je viens de vous décrire les différents mécanismes élémentaires. Donc voilà, vous avez les ingrédients. Et vous voyez, au fur et à mesure, j'ai fait exactement ce que j'appelais une modélisation intégrée sur un cas très simple. C'est-à-dire, je vous ai dit, j'ai de la restauration, je vous ai montré comment on pouvait la décrire. La croissance de sous-grains, c'est des choses qui ont été étudiées par ailleurs. Je vous montre le type d'équation qu'il faut écrire. La distribution en taille de cellules, ça, on n'a pas de description propre, pas de modèle qui soit vraiment fiable pour comprendre d'où vient cette distribution. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiellement empirique. Et puis le critère de Bailey-Hirsch, je vous en ai donné une justification qui est simplement une justification dimensionnelle. Et je vous ai montré comment ça apparaissait dans une simulation numérique. Vous mettez tout ça ensemble et vous allez pouvoir calculer quels sont les taux de germination et le nombre de germes que vous allez avoir. Maintenant, une fois que vous avez les germes, c'est tout facile. Vous n'avez plus qu'à dire j'ai une interface, elle a une certaine mobilité, j'ai une force motrice, qui est la différence entre rien et l'énergie stockée. J'ai plus qu'à écrire la vitesse de croissance de cette interface. C'est des mathématiques un petit peu lourdes, parce que c'est un peu compliqué à résoudre, mais fondamentalement, il n'y a plus de physique nouvelle à mettre là-dedans. Alors, on va aller à l'étape d'après. Je veux faire les choses de manière... je veux continuer à faire le couplage. Maintenant, je suis en train de dire, je ne veux pas faire ça pendant que le matériau est tranquillement en train de s'asseoir dans un four, je veux le faire quand je suis en train de déformer le matériau. Alors là, vous voyez qu'il y a un degré supplémentaire qui se passe dans cette histoire-là, c'est que l'énergie stockée que j'avais tout à l'heure, il va falloir que je lui rajoute le fait que si je continue à déformer le matériau, cette énergie stockée est en train d'évoluer. Mais en même temps, j'ai un truc qui est en train de recristalliser, c'est-à-dire de manière hétérogène. Donc là, par exemple, ça fait des très très jolies images. Il y a des cas de figure où vous avez des espèces de colliers de tout petits grains à la trace des anciens grains. C'est un cas typique de cristallisation dynamique. Donc vous avez ici un grain qui est encore très déformé, avec un collier de petits grains qui sont plus déformés. Alors maintenant, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment ce truc-là va se comporter. Parce que je suis en train d'essayer de déformer macroscopiquement un machin qui est microscopiquement hétérogène. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on revient à coupler les choses de la manière suivante. Alors, ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on va appliquer la règle du rasoir d'Occam ici. On ne va pas essayer de trouver des raisons supplémentaires. Il n'y a aucune espèce de raison. Je vous ai dit, les dislocations sont des êtres bêtes. Il n'y a aucune espèce de raison que
elle se comporte différemment quand je fais de la restauration statique ou la restauration dynamique. La force motrice est la même, c'est l'énergie stockée. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, est-ce que simplement, en mettant les critères de germination que j'ai eus pour la germination statique, coupler ça avec un modèle de micromécanique qui me dit comment je partitionne la déformation entre les grains déformés et les grains pas déformés, eh bien, quand je mets tout ça ensemble, est-ce que ça ne suffit pas pour décrire la recristallisation dynamique? Alors, ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais dans les cas où le mécanisme de germination est le même, en fait, on s'aperçoit que ce qu'on a compris pour la germination de la recristallisation statique, on peut le réutiliser directement pour la recristallisation dynamique. Alors, le principe est maintenant le suivant. Vous avez une distribution de grains. Chaque grain a une taille D, correspond à une mobilité, à une orientation M, et va correspondre à une densité de dislocation ρ. Puis comme j'ai plein de grains, je leur mets un indice à ces trucs-là. Et maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais regarder l'évolution d'un grain en fonction d'une matrice qui est la moyenne de tous les autres grains autour. Et c'est comme ça que je vais pouvoir décrire la recristallisation dynamique, c'est-à-dire je vais essayer de dire comment la densité de dislocation dans un grain est en train d'évoluer, et ça va évidemment dépendre de la façon dont ce grain diffère de tous les autres. Une raison très simple à voir derrière ça, c'est que vous mettez un truc mou dans un truc dur, et vous déformez tout ça. C'est le truc mou qui va se déformer plus que le truc dur. Donc simplement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de dire de manière un peu plus savante ce que je viens de vous dire. Alors il y a des manières très savantes de le faire, il y a tout un champ de la mécanique des matériaux hétérogènes qui permet de faire ça, et puis il y a une manière très simple qui est de dire en gros, si je veux capturer cette chose-là, c'est une proposition qui avait été faite par Olivier Boisys, qui est l'idée de dire je dissipe de l'énergie de manière à peu près homogène. Il n'y a pas de raison très fondamentale que ça soit vrai, mais ça capture de manière assez simple le fait qu'un grain dur se déforme plus qu'un grain mou. Ce que vous allez simplement dire, c'est que la limite d'élasticité d'un grain fois l'incrément de déformation, eh bien ça va être une constante du problème. C'est une manière très simple d'inclure cet aspect hétérogène. Ce qu'on peut tout à fait faire, c'est après faire un calcul propre de mécanique qui vous montre que ce n'est pas une mauvaise approximation. Alors, juste un point, je vais vous donner un peu les ingrédients, encore une fois. La première équation, on vous dit quelle est la contrainte d'écoulement en fonction de la taille du grain et en fonction de la densité de dislocation dans le grain. Donc ça, vous avez déjà vu des équations qui ressemblaient à ça. La deuxième équation me dit quelle est l'évolution de la densité de dislocation dans un grain donné. Ça veut dire que le epsilon que j'ai dans ce machin-là, c'est le epsilon du grain en question. Donc celui-là, il va falloir que je vois comment il se partitionne par rapport à l'epsilon macroscopique, compte tenu du fait que ce grain et ce grain voisin ne sont pas forcément à la même dureté. Et l'hypothèse d'Isowork, c'est celle que je viens de vous écrire ici, c'est-à-dire que la contrainte du grain fois l'incrément de déformation du grain est une constante. Bien. Alors, une chose qui est importante, c'est... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ça, c'est off. Hein. Bon. Je vous ai parlé de faire une moyenne. Il y a quand même des subtilités dans l'histoire. Si vous faites une moyenne, eh bien, quel type de moyenne vous devez faire? Eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est la moyenne qu'on doit faire, c'est une moyenne en fonction du carré de la taille de grain. C'est tout simple. Hein. C'est que vous dites, en gros, une interface, elle va avoir une certaine vitesse moyenne, et elle va être divisée en un certain nombre de secteurs qui correspondent au grain qui est à l'intérieur. Donc la force motrice va être différente pour chacun de ces secteurs. Donc il est naturel que je fasse la moyenne des carrés des tailles de grain. C'est comme ça que je vais le calculer. Bon, une fois que vous avez tout ça, eh bien vous pouvez donc, après avoir tous les paramètres qu'il faut pour décrire cette chose-là, qui sont essentiellement issus soit de la déformation plastique hors recristallisation, soit d'études de restauration, soit d'études de recristallisation statique. Et à partir de là, vous pouvez avoir des résultats sur l'étude de recristallisation dynamique. Donc voilà les types de résultats que vous obtenez. À gauche, les résultats expérimentaux. À droite, les résultats théoriques. Donc bon, vous voyez qu'on peut regarder l'influence de la taille de grain, enfin, etc. Bien, ce que j'ai simplement voulu vous montrer ici, c'est que chacune des briques élémentaires existe dans la littérature et que ces briques élémentaires, on peut les coupler ensemble pour regarder comment ces phénomènes-là peuvent conduire à avoir le comportement de recristallisation en même temps que de déformation. Alors maintenant, le troisième exemple que je voudrais traiter, c'est un cas de figure où on va avoir à la fois recristallisation et précipitation. Et c'est un cas de figure qui est très important quand on a développé les aciers micro-alliés. Alors, on va passer ça un petit peu en revue. Je vais vous expliquer rapidement quelle est la motivation, et puis on va regarder les types d'interactions qu'on va avoir. Et ça m'amènera ensuite à vous donner
Le dernier exemple où il y a tout, sans que je le traite complètement, mais je vous dirai un peu comment est-ce qu'on aborde la question. Alors, bon, essentiellement, c'est des aciers microalliés, donc où il y a des précipitations de carbure et de carbonitrure de niobium. Ce que vous avez ici, les petits points blancs, c'est des carbures et des carbonitrures. Vous voyez qu'on est très à la mode, hein, on est clairement avec des nanomatériaux, là, on ne peut pas faire plus nano. En dessous, c'est l'atome, quoi, quasiment. Bon, donc vous avez des nanoprécipités, et vous voyez, ces nanoprécipités, ils ne sont pas du tout distribués de manière homogène. En fait, ces nanoprécipités, ils décorent la structure de dislocation du matériau. C'est-à-dire vous avez quelque chose qui est déformé, sur lequel vous précipitez, et le fait de précipiter, ça ne va pas se précipiter n'importe où, ça va se précipiter juste à l'endroit où on a les défauts qui résultent de la déformation. Puis maintenant, on va faire ça à une gamme de températures où j'ai deux façons concomitantes, la précipitation et la recristallisation. Et je vous ai déjà dit que si on a de la recristallisation, il n'y a aucune espèce de raison de penser qu'on n'ait pas de restauration. Donc on est dans un cas de figure où il y a la recristallisation, la précipitation et la restauration. Comment on va se dépatouiller de ce bazar ? Alors, d'abord, pourquoi on se pose la question ? Ce n'est pas tout à fait neutre, hein, c'est que la recristallisation, c'est ce qui va vous permettre de calculer la taille de grain, et la taille de grain, c'est une des choses essentielles qui vont vous donner les propriétés mécaniques de l'acier en question. Donc ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit d'universitaire qui a envie de comprendre ce qui se passe quand je mets tout ensemble et que ça se couple, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour contrôler les propriétés finales de ces aciers microalliés. Alors, les briques élémentaires qu'on va avoir à regarder, c'est la déformation plastique, la restauration, la recristallisation, la précipitation, et puis à la fin, il faudra faire la transformation, on pourrait avoir à faire la transformation au sténite ferrite. Alors, ce que je vais simplement vous dire maintenant, c'est là sur ce diagramme-là, vous avez un certain nombre d'approches. Alors, par exemple, la déformation plastique, vous pouvez avoir des relations purement phénoménologiques. Mais vous pouvez aussi utiliser les lois à variable interne que je vous ai présentées. C'est-à-dire là, vous commencez à savoir comment la présence des dislocations vous permet de comprendre le comportement de la plasticité. La restauration, on a vu la cinétique du Kuhlmann-Wilsdorf et les améliorations de Verdier pour ça. Donc ça, vous pouvez utiliser ce type de loi. La recristallisation. La recristallisation, je viens de vous montrer comment on pouvait traiter proprement ou à peu près proprement le problème de germination puis de croissance de la recristallisation. Dans le cas présent, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il suffira, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, qui va être d'utiliser une loi macroscopique de la recristallisation. Et on va voir comment on peut rentrer de la physique dans cette loi macroscopique. La précipitation, on va essayer de voir comment on peut la traiter dans ce cas-là, d'une manière assez simple, sachant que vous verrez des traitements beaucoup plus sophistiqués de la précipitation dans l'exposé de Haute-Simard. Alors, quel type de couplage il y a ? Bon, là je vous avais montré jusqu'à présent, donc premier cas, ce n'était pas du couplage, c'était de la séquence. Deuxième cas, je vous ai montré du couplage, mais relativement simple. Là, vous avez à peu près tout. Si vous regardez le couplage entre la recristallisation et la précipitation, eh bien, si vous commencez à faire de la recristallisation, vous allez réduire la quantité de dislocation présente, donc le nombre de sites où vous pouvez faire de la précipitation, donc vous allez réduire la précipitation. Si vous mettez des précipités, ces précipités vont ancrer les migrations des parois, donc vous allez retarder la croissance des grains qui sont en train de recristalliser. Si vous changez de la précipitation, vous êtes en train de changer la teneur en solution solide. Si vous changez la teneur en solution solide, les éléments mobiles dans la solution solide qui interagissent avec les parois et les joints de grains ont tendance on change cette interaction-là, c'est-à-dire on change la mobilité du joint de grain. Donc vous voyez déjà le tout premier cas, via la solution solide, vous donne déjà trois types de couplage. On continue recristallisation, restauration, ben ça on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire que la recristallisation diminue quand je fais de la restauration, parce que je suis en train de diminuer la force motrice pour recristalliser. Regardons le dernier, la recristallisation, la précipitation et la restauration. La précipitation se passe sur les dislocations. La restauration, c'est une réorganisation des dislocations pour relaxer les contraintes internes. Si vous commencez à mettre des précipités dans ce truc-là, bien vous allez empêcher la restauration de se passer. Donc vous allez avoir une modification de la cinétique de restauration à cause de la précipitation. Donc, vous voyez, tout cet ensemble de couplage, il va bien falloir le prendre en compte pour pouvoir décrire l'ensemble du phénomène. Alors, regardons quels sont les ingrédients qu'on va mettre, ce que j'appelle les briques élémentaires.
Les briques élémentaires, eh bien, la recristallisation, on va la décrire de manière phénoménologique par une loi de Johnson-Bell-Avrami, mais on a besoin de savoir comment la présence de niobium et des précipités peuvent modifier les paramètres de cette phénoménologie-là. Dans cette phénoménologie-là, vous avez la force motrice et vous avez la mobilité. Comment la mobilité, par exemple, va être modifiée par la précipitation. La restauration, on va la décrire par le type de modèle que je vous ai montré tout à l'heure, mais il faut, en termes de couplage essentiel, regarder comment la précipitation des carbonitrures de niobium modifie la restauration. Et puis je regarde la précipitation, on va décrire la précipitation par un modèle standard de nucléation, croissance, coalescence, mais ce modèle standard va se passer sur des sites particuliers qui sont les sites des dislocations. Et donc il va falloir qu'on couple tout ça. Alors, là, on est dans une situation, on va arriver de plus en plus à de l'artisanat cette fois-ci. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on peut le faire dans un exemple. Si vous regardez la modélisation entre la recristallisation et la précipitation, bien voilà l'équation d'évolution de la fraction volumique recristallisée. Cette équation comprend donc un nombre de sites de germination et une intégrale de la force motrice fois la mobilité. La force motrice va être la densité de dislocation fois mu B2. La densité de dislocation évolue parce que je suis en train de restaurer. Vous avez la deuxième partie de cette équation-là qui comprend la force de friction liée au précipité qui empêche l'interface de bouger. Donc ça, c'est la force de friction de Zener. Donc vous savez le deuxième terme. Et voilà comment le G de T va évoluer. Et puis, le terme que vous avez ici, en gros, le psi de T, c'est de se dire, en gros, où est-ce que je vais pouvoir véritablement faire des germes. Et l'idée, là, cette fois-ci, assez simple, c'est de se dire, les germes en question, je ne peux pas les faire à l'endroit où il y aurait trop de précipité, parce que ça va m'empêcher de pouvoir faire bouger les sous-joints de gras. Donc, comme ça, une manière simple de le faire, c'est de dire, quel est le rapport entre la distance critique pour laquelle je vais pouvoir avoir germination et la distance critique entre les précipités. Alors, la dernière équation que vous avez ici, c'est l'équation de Kahn pour le solid drag, qui vous donne la mobilité en fonction de la mobilité intrinsèque du matériau, et puis de la correction à cette mobilité intrinsèque qui est liée à la teneur en niobium dans la solution solide. Laquelle teneur en niobium dans la solution solide dépend de la quantité que vous avez précipitée, laquelle quantité précipitée dépend de la densité de dislocation sur laquelle vous avez précipité, etc., etc. Donc vous imaginez que tout ça, ça va être assez joyeusement couplé. Je veux simplement maintenant, alors un autre exemple, si je veux regarder la restauration couplée avec la précipitation. Encore une manière assez simple, c'est de se dire je suis en train de restaurer une structure de dislocation. Voilà l'équation d'évolution que vous aviez tout à l'heure pour une restauration d'un matériau sans précipité. Là, ce que je suis simplement en train de dire, c'est que je suis en train d'avoir un certain nombre de ces nœuds entre les différentes dislocations qui ne sont pas libres, qui sont piégés par les précipités. Donc le fait que je sois en train de restaurer, c'est effectivement égal à la première partie de l'équation si je n'ai pas de précipitation. Si j'ai des précipités sur tous les nœuds, évidemment, je ne vais plus pouvoir restaurer du tout. Et donc, une manière très simple de prendre ça en compte, c'est de dire je corrige ma cinétique de précipitation d'une fraction de nœuds qui sont occupés par des précipités. Donc, c'est le sens du terme 1 moins n sur nc. Alors, voilà les différentes équations, les différentes interactions. Donc là, je pense que si je commence à regarder toutes ces équations une par une, on y est encore à 14 heures, donc je ne vais pas le faire, mais je voulais juste vous montrer comment on adapte les différentes briques élémentaires et comment on les couple. Alors, voilà, c'est bon, il me reste encore un tout petit peu de temps. Comparaison avec l'expérience. La comparaison avec l'expérience, vous avez ici une contrainte en fonction du temps, une dureté en fonction du temps. Ce que vous voyez, c'est que, et alors ça c'est aussi lié à des observations microstructurales, vous apercevez qu'on a quelque chose qui décroît à peu près linéairement en fonction du log du temps, et que dès l'instant où on commence à précipiter, on est en train de ralentir le mécanisme. Alors, et vous terminez avec la coalescence. Alors, ce que je vais simplement vous montrer maintenant, c'est si on va regarder dans un alliage nickel-fer. Donc, ce travail a été fait avec Hatim Zourob et Chris Hutchinson, respectivement au Canada et en Australie, histoire de mailler le globe. Vous avez ici le nombre de
le nombre de précipités et le diamètre des précipités, à la fois les données expérimentales et la modélisation. Alors, ce que je vais simplement vous montrer maintenant, c'est si on regarde les cinétiques d'adoucissement de cette chose-là. Alors, vous avez des trucs qui étaient très bizarres, tel point que les gens se sont finalement demandé s'ils n'avaient pas fait des trucs louches dans leurs expériences. Mais non, en fait, vous avez ici, quand vous êtes en train de faire le recuit, vous commencez par adoucir, puis vous avez un adoucissement négatif, c'est-à-dire que vous êtes en train de durcir. D'accord ? Et ce que vous avez en bleu, c'est la courbe expérimentale. Ce que vous avez en rond, c'est la courbe expérimentale. Ce que vous avez en bleu, c'est la modélisation. Ce qui se passe simplement, c'est que vous avez à la fois la restauration et la recristallisation qui ont tendance à adoucir et la précipitation qui a tendance à durcir. Et c'est uniquement en couplant toutes ces choses-là que vous pouvez avoir des comportements aussi baroques que celui que je viens de vous montrer là. Alors, si on regarde la littérature des aciers microalliés, la plupart des données sur les données expérimentales sont données sous forme de courbes d'adoucissement ou d'adoucissement-durcissement. Et en fait, c'est très difficile à partir de là d'avoir simplement à partir de là de dire j'ai une fraction recristallisée parce que vous avez à la fois la recristallisation, la restauration et la précipitation. Et ça, c'est l'avantage de développer une modélisation à base physique, c'est que maintenant on va pouvoir découpler cette courbe macroscopique d'adoucissement en fonction des différentes contributions. Alors, vous avez ici un état de précipitation, donc la précipitation en fonction du temps. Et voilà maintenant, pour le même système, une fraction d'adoucissement en bleu, une fraction recristallisée et les données expérimentales. Donc vous voyez que tout ce qui se passe ici, au tout début, en fait, n'a absolument rien à voir avec la recristallisation. Et ça, c'est assez important parce que si vous dites je vais simplement faire mon suivi en mesurant la dureté, et comme ça je suis tranquille, je vais pouvoir en déduire quelle est la taille de grain d'une certaine façon, ben vous voyez que là vous êtes complètement dans les choux parce qu'il ne s'est rien passé pour ce qui est de la recristallisation, alors qu'il s'est passé des tas de choses pour ce qui est de la dureté et que ces tas de choses sont essentiellement liées à la restauration et à la précipitation. Bien, bon, je vais essayer de passer directement au haut. Donc, ce que je voulais vous dire dans cet exemple-là, c'est qu'on peut développer un modèle à base physique où fondamentalement, chacune des briques élémentaires existe dans la littérature. Ce que je fais quand je vous présente ce modèle-là, vous voyez les modifications qu'il a fallu prendre à ces briques élémentaires pour pouvoir les coupler ensemble. Et ce couplage vous permet de déconvoluer une grandeur macroscopique en fonction de ces différentes contributions. Je vais terminer par le full Monty. Petit déjeuner complet, ça c'est la version présentable du full Monty. C'est un cas de figure où vous pouvez imaginer des situations où vous avez à la fois de la recristallisation, de la transformation et de la précipitation. Alors évidemment, ceux qui sont capables d'avoir tout ça en même temps, c'est mes matériaux favoris, les aciers, où il y a à peu près toute la métallurgie physique. Donc, imaginez que vous soyez en train de laminer une austénite. En laminant l'austénite, vous pouvez avoir de la recristallisation statique ou dynamique. Ça, c'est ce qui vous permet de contrôler la taille de grain. Maintenant, l'austénite déformée, quand elle n'est pas totalement recristallisée, ça veut dire qu'il va y avoir des grains d'austénite qui contiennent encore plein de dislocations, de défauts, etc. Et si vous êtes en train de faire une transformation de phase sur cette chose-là, vous allez avoir une interaction entre la transformation de phase austénite-ferrite, c'est-à-dire passer d'un cubique face centrée à un cubique centré, et le fait d'avoir une déformation dans le grain. Donc là, vous avez un couplage entre le fait d'être plus ou moins recristallisé et le fait d'avoir la transformation austénite-ferrite. Ça encore, c'est ce qui va vous contrôler la taille de grain ferritique à la fin. Donc encore, c'est un aspect qui est important. Puis maintenant, si vous êtes dans des aciers microalliés, vous pouvez avoir alors la totale, c'est-à-dire l'interface austénite-ferrite qui est en train de se déplacer. Il est en train de se déplacer dans un système qui est lui-même sursaturé vis-à-vis de la précipitation. Donc on va avoir un couplage entre la transformation de phase allotropique austénite-ferrite et la transformation de phase de précipitation liée aux aciers microalliés. Alors, ça conduit, alors ça c'est des travaux qui sont en cours là en ce moment, avec Mencheng et Mohamed Gounet à Grenoble. Donc voilà quelques images, ça c'est un peu plus ancien. C'est pour vous dire que c'est quand même pas rien, ce que je suis en train de vous dire c'est plutôt spectaculaire. Voilà une austénite déformée à 30%, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ici la transformation ferritique, donc vous avez les grains de ferrite qui sont apparus, c'est le blanc sur le noir. Le noir, c'est de la martensite qui résulte de l'austénite.
Donc vous n'en avez pas beaucoup, et puis là, vous voyez, avec les mêmes conditions de recuit, ce qui se passe quand je le fais sur une austénite déformée. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas ni avec la même taille de grain, ni avec la même répartition. Alors maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le microallié? Là, on est dans un cas de figure où le couplage est maximal. C'est-à-dire vous avez, par exemple, une précipitation de carbure de niobium. Ça va vous donner, ces précipités vont avoir un effet de Zener, d'ancrage de Zener, c'est-à-dire des particules qui ancrent une interface. Et on va avoir un changement de modification de la composition de l'austénite qui est en train de se déformer, de se transformer. Donc, vous allez comme ça avoir une modification de la force motrice pour la migration d'interface, soit parce que vous avez une force de retrait, qui est la force de Zener, soit parce que vous avez modifié la composition de la phase qui est en train de se déformer. Vous allez évidemment avoir changé les éléments qui sont en soluté, en conséquence de quoi vous allez changer le solute drag, c'est-à-dire la friction liée au soluté qui diffuse sur une interface en train de migrer. Et puis, maintenant, vous allez faire quelque chose de plus, c'est que vous n'êtes pas en train de précipiter du niobium, vous êtes en train de précipiter du carbure de niobium. Ça veut dire que vous êtes en train d'avoir un flux additionnel de carbone. Et la transformation austénite-ferrite, c'est quand même essentiellement une transformation qui est un flux de carbone. Donc ça veut dire que la cinétique de transformation elle-même va être modifiée par un flux additionnel qui vient de la cinétique de précipitation. Alors, je viens de vous dire un peu toutes les raisons qu'on a de penser que les choses sont fortement couplées. Il y a une bonne raison de le penser, c'est de le regarder. Et suivant les cas de figure à laquelle vous faites la transformation, eh bien vous avez des situations où la précipitation de carbure de niobium se passe dans l'austénite, puis on a la transformation austénite-ferrite. Vous avez des situations où la précipitation du carbure de niobium se passe dans la ferrite, une fois qu'on a fait la transformation austénite-ferrite. Et puis vous avez ce phénomène absolument magnifique, qui est le cas de figure où vous avez une précipitation du carbure de niobium pile poil à l'interface entre l'austénite et la ferrite. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez une espèce de résonance entre les deux mécanismes. Vous avez une paroi entre l'austénite et la ferrite qui est en train de s'ancrer sur des précipités qui se passent sur cette paroi-là. Ça l'arrête un moment, elle attend. On fait apparaître des marches sur l'interface en question. Ces marches s'accumulent jusqu'au moment où j'atteins une position critique où la paroi peut se désancrer, puis se re-ancrer, puis se désancrer, puis se re-ancrer. Et vous arrivez à ces magnifiques microstructures où vous avez une série de plans dans lesquels on a une précipitation de carbure de niobium qui est exactement concomitante avec la transformation austénite-ferrite. Bien, j'en arrive à mes conclusions. J'arrive pile poil à l'heure pour passer la parole à Otsimar. Alors, ce que je voulais vous montrer avec la modélisation intégrée, c'est qu'il y a plein de choses qui existent en termes de blocs élémentaires et qu'on peut adapter à différents cas qui, eux, sont pertinents d'un point de vue industriel, donc pertinents pour le développement de matériaux technologiquement avancés, donc par exemple des traitements anisothermes, enfin, etc., que les phénomènes couplés peuvent se produire et qu'il faut construire des modèles physiques pour comprendre leur couplage, de comprendre le rôle de ce couplage. Et ce que je viens de vous décrire, je vous l'ai décrit sur des cas de figure relativement simples, qui étaient simplement des évolutions microstructurales. Par contre, ça, on peut se dire, ça c'est pour se faire plaisir qu'on le fait ou pour contrôler les propriétés, mais ça devient absolument central de faire cette modélisation couplée, cette modélisation intégrée. Ça devient absolument central si on commence à faire de l'optimisation de procédés, où essentiellement ce qu'on fait, c'est coupler un champ externe, champ de déformation, champ de thermique, un champ externe à une évolution microstructurale. Et c'est le cas des deux séminaires qui vont vous être présentés, où on couple un champ externe à une évolution microstructurale. Et pour pouvoir optimiser le résultat final, eh bien, il va falloir justement faire feu de tout bois et utiliser tous ces modèles de métallurgie physique de manière couplée, de la façon la plus simple possible, pour pouvoir optimiser un procédé qui fait que le matériau qui peut avoir des très bonnes propriétés par ailleurs va garder de très bonnes propriétés en tant que composant et pas simplement en tant que matériau. Je vous remercie de votre attention.